Je vais donner donc la parole d'abord. Je suis moi-même Serge Usan, vice-président de l'université et un petit peu impliqué dans cette opération d'université des patients. Et je passe d'abord la parole à Bruno Rioux, doyen de la faculté de médecine. Merci. Monsieur le ministre, messieurs les présidents et vice-présidents, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est pour moi un très grand plaisir de pouvoir introduire cette leçon inaugurale de l'Université des patients. Merci d'abord à Catherine Tourette-Turgis d'avoir porté ce projet d'Université des patients. Un grand merci aussi à Monsieur Shiver, président de MSD Avenir, pour l'aide que nous a apporté sa fondation pour la construction de ce projet. Ce projet d'université, c'est d'abord un long aboutissement d'un processus d'humanisation du patient et de défense de certaines valeurs. Longtemps, le patient a été un homme couché face à un homme debout, écoutant les paroles doctes, volontiers sans appel, de cet homme debout. Et Dieu sait que pour tous ceux qui ont été couchés un jour dans un hôpital, la simple position couchée met dans une situation particulière. Dans une première étape, le médecin a dû passer de la notion de respect du patient, notion qui était déjà inscrite, si vous relisez le serment d'Hippocrate, à la notion de droit du patient. Droit du patient à comprendre, droit du patient à décider et donc aussi à refuser un traitement, droit du patient à chercher un deuxième avis, toutes choses qui ont parfois été perturbantes pour le médecin. Et d'ailleurs, il faut retenir que la loi sur le droit des patients, ce n'est qu'en 2002 qu'elle est publiée. Donc on voit que le processus a été long entre ce serment d'Hippocrate et les aspects législatifs. Ça a été ensuite une reconnaissance, l'évolution vers une reconnaissance de la nécessité aussi d'un regard extérieur. Regard extérieur de ce que les textes réglementaires appellent d'un nom insuffisant, le terme d'usager, mais c'est le même nom qui est utilisé pour mes étudiants. J'ai tendance à préférer le terme de patient, à préférer le terme d'étudiant, et d'ailleurs cette université ne s'appelle pas l'université des usagers, heureusement, mais bien l'université des patients. C'est par exemple la possibilité d'avoir des représentants des usagers, puisque c'est le terme, dans nos hôpitaux pour voir ce qui s'y passe. Dans notre gouvernance, et par exemple le conseil de surveillance de l'assistance publique, il y a des représentants des usagers qui d'ailleurs usent et utilisent leur droit de parole le plus souvent à très bon escient, et c'est un regard extérieur qui est extrêmement utile. D'ailleurs, dans mon conseil de faculté, il y a une représentante d'une association de patients qui est pas une des moindres, puisqu'il s'agit de Madame Thiénot-Nermand, de l'Association française contre la myopathie. Mais c'est aussi former les usagers, les patients, à ce rôle que nous avons créé il y a peu de temps, le diplôme d'université de démocratie sanitaire, c'est-à-dire considérant qu'il y avait besoin de donner une formation à tous ces patients qui ont une place dans la gouvernance, dans les conseils de surveillance, pour avoir une formation qui les mette en situation d'avoir toute la connaissance et des compétences supplémentaires. L'étape suivante, ça a été finalement de reconnaître au patient qu'il avait une expertise spécifique et de considérer que seul le patient est à même d'évaluer certaines choses. En tant qu'anesthésiste réanimateur, dans ma formation d'interne, dès le départ, on m'a expliqué que, par exemple, pour évaluer une douleur, c'est le patient qui était l'expert de sa propre douleur. En tant qu'urgentiste, très vite, je me suis aperçu que le patient qui avait, alors certes une maladie rare, mais parfois une maladie chronique, était finalement beaucoup plus expert de sa maladie que le praticien qui pouvait le prendre en charge. Alors clairement, le patient expert, ce n'est pas non plus un concept très novateur. Ça existe depuis longtemps dans d'autres choses, dans d'autres endroits. Je vais prendre un exemple. L'association ATD Quart-Monde nous explique depuis plus de 60 ans que finalement, les personnes en grand état de précarité disposent d'une expertise importante que n'ont pas d'ailleurs ceux qui veulent leur venir en aide.
Et ça fait des décennies que l'université populaire d'ATD Quart-Monde est finalement le pendant à ce qu'est l'université des patients. Vous remplacez patients par personnes en précarité et vous avez le même genre de concept. Au sein de notre faculté, nous avons été même jusqu'à considérer que le patient pouvait être un pédagogue. Et le professeur Agnès Hartmann, en diabétologie, utilise les compétences de patients diabétiques qui deviennent des patients experts en pédagogie pour enseigner nos étudiants. Donc je suis particulièrement fier et content de voir installé au niveau de l'université Pierre et Marie Curie, dans notre faculté de médecine, cette université des patients. Je pense que les mots-clés sont l'équilibre, le contre-pouvoir aussi, le regard extérieur, la reconnaissance d'une expertise du patient et de sa participation à la gouvernance de l'ensemble de notre système de santé. Et donc je souhaite une longue vie à cette université des patients, des succès, et je ferai en sorte que, en tant que doyen, je puisse l'aider à se développer. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le doyen. À présent, nous allons passer la parole à monsieur Cyril Scheiber, qui est le président du fonds MSD Avenir. Je tiens personnellement à le remercier parce que quand on est allé voir MSD Avenir, on y est allé avec Catherine, avec un certain nombre, avec Mélina qui était avec nous, en disant peut-être que ça va marcher, et puis peut-être que, et tout de suite, vous avez dit banco, et c'est tout à l'honneur de MSD Avenir, et j'en profite pour vous dire que vous pouvez multiplier les honneurs. Nous reviendrons vous voir régulièrement. Je vous passe maintenant la parole. Merci, c'est gentil. Monsieur le ministre, monsieur le président de l'université Pierre et Marie Curie, monsieur le vice-président de l'université et directeur de l'Institut universitaire de cancérologie, monsieur le doyen de la faculté de médecine Pierre et Marie Curie, madame le professeur, mesdames, messieurs. Je dois dire que je tiens d'abord à vous remercier de l'invitation et je suis ravi et très honoré avec un certain nombre de mes collègues d'être parmi vous aujourd'hui parce que cette leçon inaugurale est l'occasion de nous retrouver tout d'abord ensemble, à peu près 1 an d'ailleurs jour pour jour, après l'annonce et la signature du partenariat entre notre fonds donc, de soutien à la recherche en France, MSD Avenir, et l'Université des patients créée par Madame le professeur Catherine Tourette-Turgis. Alors depuis 1 an, chère Catherine, vous avez, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, vraiment poursuivi l'essor de manière remarquable, j'ai envie de dire, et un projet sur lequel, c'est vrai, on a eu un coup de cœur dès le démarrage, est en train de se concrétiser, mais avec une ambition qui est, je crois qu'on peut le dire, démultipliée. Et que vous portez, et nous sommes particulièrement fiers de pouvoir vous accompagner dans le développement de cette initiative qui commence d'ailleurs à se démultiplier, hein, vraiment. Pour donner un petit peu de contexte, MSD Avenir est un fonds que nous avons décidé de créer en 2015, donc le laboratoire MSD en France. C'est un fonds qui soutient des projets de recherche dans des domaines du science du vivant, avec vraiment l'objectif de faire avancer la science et la médecine dans notre pays. Beaucoup des projets que nous soutenons sont dans la science fondamentale ou translationnelle, mais un certain nombre de projets, et celui-ci tout particulièrement, se situe, j'ai envie de dire, au carrefour entre la recherche, les sciences du vivant et un petit peu le sociétal. Et c'est ce qui crée vraiment qui donne une particularité à ce projet. Et nous sommes très fiers de pouvoir le soutenir pour les années qui viennent. Alors, je crois qu'on est tous convaincus dans cette salle, hein, l'Université des patients contribue à asseoir un principe important. Le principe, et vous l'avez rappelé, comme quoi le patient est à la fois au cœur de son parcours de santé et acteur de ce même parcours. Alors, je n'en serai pas le débat entre parcours de soins et parcours de santé. C'est vrai que j'utilise souvent le terme de parcours de santé. Je crois qu'il est important parce qu'il il ne faut pas oublier tous les aspects de prévention. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel, dans notre pays, on devra de plus en plus réfléchir à créer cette culture de la prévention.
au cœur et acteur. Donc, autrement dit, le patient est un expert dans le champ de sa maladie, ce qui lui permet de devenir vraiment un acteur de sa prise en charge et un passeur des compétences qu'il acquiert durant sa maladie. Alors, cette idée, elle est bien diffusée, elle est désormais très généralement, je crois, reconnue, mais il y avait un besoin de pouvoir l'asseoir scientifiquement. Et c'est ça qui nous a particulièrement plu dans le projet, c'est de pouvoir tous ensemble façonner finalement la réalité du concept et mener l'étude qui permettait d'asseoir scientifiquement le concept de patient expert et ensuite mettre en place des formations diplômantes pour vraiment avancer dans le développement de ce concept très, très concrètement, j'ai envie de dire. Et c'est bien là donc la portée de notre soutien, de notre mécénat, qui est à la fois soutenir la réalisation d'une première étude fondatrice menée donc aux côtés du CNAM, et ensuite, et je voudrais dire un mot de cette démultiplication, c'est ces projets que vous êtes en train d'inaugurer. Donc c'est à la fois 2 diplômes universitaires, en complément donc, de celui sur l'éducation thérapeutique, le premier sur la démocratie sanitaire et le second sur l'accompagnement des patients dans le parcours de soins en oncologie. Parcours de soins qui, à notre avis, vont vraiment être l'objet de multiples changements dans les années qui viennent. Bien sûr, et ça n'étonnera personne que je dise cela, en raison des progrès thérapeutiques, mais pas seulement. Et donc on est probablement au démarrage de changements très importants dans la prise en charge et les parcours de santé et de soins en oncologie. Et c'est vrai qu'on est, de ce point de vue-là, ce qui nous a particulièrement intéressés, et j'en finirai par là parce que je veux être certain de laisser le plus de temps à Catherine parce que c'est vraiment pour cela que je crois que nous sommes tous venus. Ce qui nous a vraiment plu dans le projet, c'est à la fois la pluridisciplinarité et l'ouverture. Et je pense que ce sont deux mots-clés qui traduisent bien et qui symbolisent bien ce que vous êtes en train de faire. Et c'est un petit peu l'ADN également du fonds de recherche que nous avons monté, l'ouverture et la transversalité. Ce que nous cherchons à faire avec MSD Avenir, c'est mettre autour de la table un certain nombre de chercheurs et co-construire des projets pour répondre à des questions scientifiques. Et donc l'objectif, c'est vraiment l'ouverture au travers de partenariats publics-privés et cette transversalité en mettant le plus de personnes, le plus de scientifiques de tout horizon, français mais pas seulement, pour faire avancer la science. Donc cette vision holistique et collaborative, elle est également dans l'ADN finalement de l'université. Et je sais que vous avez des grands projets, des projets de rapprochement aussi avec l'université Sorbonne. Donc on est bien là encore dans cet aspect de collaboration, de transversalité. Et donc nous sommes très très fiers et honorés de pouvoir modestement contribuer à l'avancée de vos travaux et au développement de l'université des patients. Voilà, merci. Bien. Formidable, on garde notre avance. Et maintenant, je vais passer la parole à Catherine Tourette-Turgis. Je n'ai pas grand-chose à dire pour la présenter, vous la connaissez tous. Pour ceux qui nous connaissent tous les deux, on forme un couple assez improbable. Faut être franc. Et quand il y a quelques années, 5 ou 6 ans, je ne me souviens plus, elle est venue me voir, j'étais doyen à l'époque, pour me parler de l'université des patients. Je dois dire que je me suis dit, c'est un mauvais moment à passer, puis on passera à autre chose. Et puis, voilà, elle est là aujourd'hui, beaucoup plus connue, reconnue et légitimement reconnue. Et je suis très heureux et très fier de passer la parole à Catherine. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Doyen, Mesdames et Messieurs. En 1984, un jour du mois d'août, vers 15h30, sur cette plage de San Francisco, où l'on marche l'été car il y fait trop froid pour s'allonger, j'ai su que j'avais effleuré
le geste mental inaugural de ce qui allait être ma vie et mon travail pour toujours. J'ai eu envie de m'engager dans la lutte contre le sida. On cherchait des volontaires. J'ai pris la décision, cet été-là, d'être là où je pourrais être utile. Au moment de dire l'immense gratitude pour l'honneur qui m'est fait, en m'invitant à prononcer cette leçon, je ne peux pas ne pas rendre hommage aux malades du sida et dire à quel point ce sont eux qui m'ont donné la force d'entreprendre, ce sont eux qui ont magistralement démontré que lorsque les malades se mêlent de ce qui leur arrive, beaucoup de problèmes sont résolus. Sur mon parcours universitaire, je ne vous dirai pas grand-chose, à part peut-être ces quelques mots. Nommé enseignant-chercheur à l'âge de 30 ans, je me suis rapidement soustraite au charme de l'activité académique et je n'ai pas du tout suivi le plan de carrière qui m'était offert. Le thème du sida comme objet théorique, l'accompagnement des malades comme objet scientifique ne correspondait à aucun profil de recherche ou d'enseignement dans ma discipline d'origine dans les années 85. Il me faudra attendre 10 ans plus tard une émigration aux États-Unis pour délivrer un enseignement à l'Université de Californie sur le counseling VIH-Sida. Ne pas céder sur l'objet de son désir deviendra pour moi une posture morale beaucoup plus exigeante qu'elle n'y paraissait au premier abord. À ce sujet, je remercie Jacques Ardoineau, mon directeur de thèse, qui m'a appris non pas à renoncer à mon indiscipline, mais à la transformer avec élégance si possible en force de proposition. Merci Jacques de nous avoir appris que la véritable autorité est autorisation. On fait autorité en autorisant autrui à devenir ce qu'il est, et c'est ce qui nous passionne tous aujourd'hui quand on parle d'université des patients et de pédagogie. Ma génération n'a peut-être rien vécu de grand, mais elle a vécu pour le domaine qui nous concerne une tragédie sanitaire suffisamment grave pour que la médecine et les sciences humaines soient amenées à faire alliance. C'est dans cette alliance que j'ai trouvé ma place comme clinicienne, chercheur et formatrice de malades et de soignants en France, aux États-Unis, en Afrique subsaharienne et en Haïti. Cette posture, qui consiste à reconnaître l'expertise contributive de chaque membre de la communauté, je l'ai acquise dans les espaces les plus intimes, voire les plus tabous de la culture sida. J'ai eu l'occasion et la liberté, au niveau professionnel, de déployer une clinique de l'accompagnement des malades sur 4 générations épidémiologiques. Accompagner une génération de malades en l'absence de tout traitement médical. Accompagner des publics discriminés vers la dramatique découverte de leur statut sérologique. Accompagner des malades en difficulté de prise de traitement. Accompagner un retour à la santé. Un essai clinique démontrant l'efficacité du counseling sur l'observance thérapeutique, mes publications, mes enseignements sur des dizaines d'années documentent la continuité de ce travail clinique. En tant que cliniciens de l'accompagnement, nous avons été confrontés à des questions imprévues à résoudre. À quoi sert de survivre à sa propre mort annoncée si rien n'est prévu au niveau social pour se réinsérer? Les malades du sida nous ont posé 2 questions à 2 moments de l'épidémie. Ma mort, à quoi? À qui elle va servir? Le fait que je survive, à quoi et à qui cela peut servir? Exister ou survivre biologiquement n'a aucun sens si cette existence ou cette survivance ne sont pas accueillis, célébrés et pensés par la collectivité. Cette plongée au cœur des univers de l'accompagnement m'a autorisé à faire ce qui nous rassemble. Construire un abri universitaire, développer un espace où les malades qui le désirent peuvent venir étudier, c'est-à-dire inscrire leur trajectoire individuelle dans une histoire collective, se fabriquer à leur rythme un nouveau portefeuille de compétences, se poser, réfléchir sur leur expérience. Les malades viennent à l'université parce qu'ils ont besoin d'un espace universitaire, leur permettant de valider et légitimer par un diplôme ce qu'ils font déjà. Ils viennent étudier pour se faire plaisir et s'accorder une pause dans leur vie, voire se reposer de leur maladie, ou consolider leur travail de rétablissement. Ils viennent à l'université parce qu'ils désirent explorer de nouvelles voies de professionnalisation. En fondant l'Université des patients, j'ai très peu inventé. J'ai juste mis en forme ce qui était là, prêt à vivre, prêt à fonctionner. Certes, il m'a fallu un peu de savoir-faire pour que ce dispositif soit reconnu et validé par une institution capable de donner au projet une légitimité institutionnelle. S'il faut savoir durer,
il faut aussi savoir produire des connaissances durables, c'est-à-dire que la production des savoirs doit s'inscrire dans un développement durable. À ce titre, quoi de mieux qu'une université pour répondre à ce désir de durabilité ? En effet, je m'étais aperçu, pendant la lutte contre le sida, que tout ce que nous mettions en place, tous les dispositifs thérapeutiques collectifs sanitaires, risquaient d'être éphémères, alors que ces dispositifs relevaient certes de la techné, mais ils étaient porteurs d'une épistémé prometteuse, notamment pour les autres maladies. Alors, que fallait-il mettre en place pour que les processus institutionnels et les expérimentations pilotes disposent d'un cadre transférable d'une pathologie à une autre? C'est au cœur du système universitaire qu'il fallait déployer ce projet. Protéger la démocratie, protéger les fonctions des institutions, c'est multiplier les connexions avec les composantes institutionnelles déjà existantes. L'importance d'inscrire l'université des patients dans une institution, c'est de pouvoir s'appuyer sur une intention collective. En institutionnalisant, en abritant l'université des patients dans une université, il était prévisible que d'autres universités nous rejoindraient. Marseille et Grenoble furent les premières à créer leur université de patients. Une université des patients pose la question de l'autorité épistémique, c'est-à-dire la question de qui fait autorité en termes de savoir, de connaissances, de compétences. En ce sens, développer l'autorité épistémique des malades comme public, au sens de Dewey, revient à réunir les conditions leur permettant de déployer leur droit à exercer leur liberté d'enquête. Cela suppose que les malades puissent disposer des moyens nécessaires pour se faire entendre, c'est-à-dire qu'ils aient accès à tous les dispositifs d'enseignement, mais aussi de diplomation pour acquérir la compétence d'évaluer les corpus de connaissances qui servent de fondement à ceux qui prennent des décisions à leur égard. Nous posons qu'une compétence, lorsqu'elle est acquise dans l'adversité, a la même valeur qu'une compétence acquise dans un dispositif de transmission verticale de savoir. Ce n'est pas parce qu'une compétence est acquise dans un groupe de pairs qu'elle a moins de valeur ou de légitimité qu'une compétence acquise de manière traditionnelle. Cela pose la question de la catégorisation des modalités d'acquisition des compétences en fonction de la légitimité de leur lieu d'acquisition. Cela démontre la persistance de la confiscation de la catégorie d'expertise par ceux qui prétendent gérer, aider, protéger, veiller sur les faibles, les exclus, les vulnérables. En quoi aurait-on intérêt à éloigner des espaces publics de production de connaissances ceux qui, de par leur expérience singulière, ont défriché des espaces de connaissances inconnus des experts en poste? L'université des patients s'inscrit dans une tradition héritée des Lumières, avec l'intégration de quelques ruptures critiques. Et je ne citerai aujourd'hui que celle de Rancière et Bourdieu, au sens où il faut prendre en compte les outillages intellectuels différenciés et aussi construire des dispositifs pédagogiques visant à réduire et à lutter contre le sentiment d'illégitimité dans le rapport à la connaissance éprouvé par les étudiants qui, du fait qu'ils aient construit une expertise selon des modalités relevant de l'autodidaxie ou de la faible autorité accordée aux associations de malades, ne se sentent pas légitimes pour oser déconstruire la doxa académique. Il est important de penser à des dispositifs d'accès au savoir qui mettent tout en œuvre pour éviter les effets et les techniques d'intimidation de la présentation de ces savoirs. À partir de là, que des pédagogues de la santé et de la maladie aient eu l'idée d'intégrer des malades dans des cursus diplômants pour ceux d'entre eux qui se destinent à des fonctions, des missions, des postes en formation, enseignement, communication, plaidoyer, s'inscrit dans l'ordre des choses. Que cet ordre des choses gêne certains, s'inscrit aussi dans l'ordre des choses. Tous les dispositifs ayant à voir de près ou de loin avec l'éducation et la formation doivent entamer une réflexion sur les offres à faire en direction de sujets ayant été exposés à un moment de leur parcours, à une adversité, une épreuve imprévue qui a bouleversé leur vie, mais aussi notre vie à tous, au sens où être malade concerne celui à qui cela arrive, mais aussi toute la société, qui de fait, sans s'en rendre compte, est organisée selon des schémas prévus pour des sujets valides. Étant donné que les dispositifs législatifs existants, comme la validation des acquis de l'expérience, la validation des acquis professionnels et personnels et le droit à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, qui prévoit que toute personne puisse à tout moment de sa vie avoir accès à l'éducation, il m'a semblé pertinent d'utiliser ces dispositifs pour permettre à des malades
d'intégrer au titre d'étudiant les formations diplômantes de l'université. Je l'ai fait, mais il a fallu trouver des solutions pour combler les déficits des dispositifs. Les malades en situation d'invalidité ou percevant une allocation adulte handicapé ne disposent pas d'un employeur pouvant prendre en charge leur formation. Leur situation n'a pas été pensée par les dispositifs de droit commun d'accès à la formation. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à consacrer une partie de mon temps à une démarche de recherche assez inédite, la recherche de fonds, pour financer les frais de scolarité, d'enseignement, de transport et d'hébergement des malades. Je me suis alors souvenu que j'avais été sacrée la meilleure vendeuse de glace à 9 ans lors de la fête de l'école et la plus rapide colleuse d'affiches et de tracts à l'université. J'ai donc combiné ces deux familles de compétences et je me suis lancée. L'Université des patients a ainsi fonctionné pendant 6 ans grâce à des dons et des subventions. Et je remercie aujourd'hui les adopteurs précoces de ce concept. Merci. Vous m'avez aidé à tenir jusqu'à ce jour du printemps 2015 où l'Université des patients a posé sa candidature au fonds MSD Avenir et a remporté un mécénat substantiel. Les subsides des premières années ont déjà permis d'engranger des success stories. Je n'en évoquerai que quelques-unes. Christelle, atteinte d'une maladie de Crohn et d'une spondylarthrite ankylosante, a été arrêtée dans ses études l'année du baccalauréat. Elle est arrivée chez nous en DU à l'âge de 27 ans. Par le biais d'une VAE obtenue à l'UPMC, Christelle a ensuite intégré le master en éducation thérapeutique. Elle a obtenu un poste d'ingénieur en éducation thérapeutique au CHU d'Angers et elle est inscrite en thèse. Christelle a bénéficié d'un abri universitaire et d'un tutoring personnalisé sur plusieurs années. Ghislaine, qui occupait des fonctions de bénévole dans une petite ville du centre de la France, a suivi un parcours similaire. Elle a trouvé un poste dans un hôpital en Bretagne et elle est aussi en CDI. Stéphanie, atteinte de diabète, est venue passer un DU en éducation thérapeutique car elle estimait que cela lui donnerait plus de légitimité dans l'organisme de formation qu'elle a créé. Elle forme des soignants. Françoise vit avec un RSA. Elle a suivi le DU, elle est en master. Quand les services sociaux ont su qu'elle avait repris des études, on l'a menacée de rupture allocataire. Il a fallu se battre et argumenter devant la commission. Elle a pu garder son RSA. Elle va peut-être être embauchée sur des fonds de l'Agence régionale de santé d'Occitanie. 2 étudiants sont à l'heure actuelle en thèse. 2 autres vont y entrer à la rentrée prochaine. Les cours en DU, en master, sont assurés par 25% par des malades ayant suivi un de nos parcours diplômants. Un patient expert en démocratie en santé partage la codirection du DU démocratie en santé. C'est important pour nous de fonctionner dans une économie solidaire et redistribuée. Si 80 malades ont pu suivre et obtenir un diplôme en éducation thérapeutique entre 2009 et 2016, représentant plus de 15 pathologies différentes, désormais, nous avons les capacités d'accueillir 60 malades par an. Cette année, 2 niveaux de diplômes universitaires ont été habilités et autorisés. Conçu en partenariat avec l'Institut universitaire de cancérologie, le premier diplôme s'intitule « Mission d'accompagnant du parcours patient en cancérologie », selon le modèle du patient partenaire. L'autre s'intitule « Démocratie en santé ». Chaque diplôme s'adosse sur un dispositif législatif. Les diplômes en éducation thérapeutique s'appuient sur la loi HPST. Le diplôme d'accompagnement en cancérologie s'appuie sur le plan cancer. Le diplôme en démocratie en santé sur la loi de modernisation de santé. L'habilitation à délivrer le diplôme n'est que la première d'une succession d'étapes. Construire une équipe pédagogique prend du temps, non pas faute d'experts, mais par les contraintes pédagogiques que l'Université des patients exige en termes de posture. La pédagogie appliquée à l'Université des patients n'est pas une pédagogie doloriste, où il faudrait faire souffrir pour apprendre. La pédagogie déployée dans nos diplômes, c'est la pédagogie du vivant et du plaisir. Les enseignants ont pour contrainte de rendre les étudiants heureux d'apprendre et de trouver des méthodes qui remplissent cet objectif. Il ne s'agit pas d'ajouter aux souffrances de la maladie, de la souffrance mentale causée par des dispositifs pédagogiques dépressogènes et stressogènes. Pour les collègues pédagogues ici présents, sachez que nous nous inscrivons dans les courants cliniques, pédagogiques et psychosociologiques de la formation des adultes, illustrés par Dewey, Freinet, Freiret, Tosquelles, Houry, Ardoino, Lapassade, Winnicott, Sifali, Lewin, Rogers.
Ces auteurs ont en commun d'attirer l'attention sur le fait que l'enseignant et la méthode ne doivent pas devenir un des principaux obstacles dans l'accès à la connaissance. Cette année, à la rentrée, nous avons accueilli 55 malades dans 4 diplômes différents. Pour accueillir des malades, les services universitaires ont dû inventer des procédures administratives et mettre au point une logistique. Là aussi, il faut faire bouger les lignes et il faut gérer des situations de crise. En effet, il est difficile de demander à une institution à la fois d'être ce qu'elle est, tout en lui demandant d'agir de telle manière qu'elle ne serait plus ce qu'elle est. Aussi, l'équipe pédagogique a entrepris de documenter toute l'ingénierie de projet utilisée. Ce travail de modélisation servira aux établissements d'enseignement supérieur qui désirent créer des offres de services à destination des malades chroniques et des malades. Je vais maintenant vous parler d'une enquête que nous avons lancée en direction des 55 étudiants, l'enquête Grand Bleu. En effet, nous avons voulu savoir cette année qui étaient nos étudiants, quelles étaient leurs attentes, leur parcours antérieur, leur situation sociale, comment avait réagi leur entourage, quel était leur projet. Cette enquête est en cours d'analyse, mais j'ai retiré pour vous les premières tendances. 30% des étudiants sont en situation de précarité et déclarent un revenu inférieur à 600 € par mois. 56% se déclarent en état de stabilisation ou de rémission de leur maladie. 31% déclarent que leur entourage a éprouvé de la fierté quand ils les ont informés de leur désir d'aller à l'université. 60% désirent continuer à faire des études. Les étudiants sont plutôt surdiplômés cette année. Les disciplines scientifiques sont surreprésentées. Les étudiants ont été précarisés par leur maladie. Ils souhaitent, par un diplôme, accroître leurs connaissances, leur légitimité, explorer de nouvelles voies de professionnalisation dans le domaine de la formation et de l'éducation. Parmi les perspectives de travail scientifique, j'évoquerai le travail que je conduis actuellement en cancérologie sur l'accompagnement des personnes en rétablissement. Je suis en train d'étudier avec Joseph Gligorov les concepts et les pratiques d'accompagnement disponibles dans les pathologies qui présentent et offrent un rétablissement. Ce n'est sûrement pas un hasard si, ayant commencé par accompagner des malades en fin de vie, je me trouve à devoir réfléchir à une clinique du rétablissement. Cette question du rétablissement est considérée comme un problème de santé publique aux États-Unis, car les données épidémiologiques montrent que 15 millions de personnes ayant survécu au cancer représentent une population ayant des besoins spécifiques. Si en médecine, on est passé de la médecine de l'aigu à la médecine chronique, il nous reste à explorer le paradigme du passage de la médecine du chronique à la médecine du rétablissement. En conclusion, on a tout intérêt à faire reconnaître l'expérience des malades en montrant que leurs acquis sont non seulement l'équivalent d'acquis professionnels reconnus dans d'autres métiers, mais surtout peuvent être utilisés comme ressources nous permettant de trouver des solutions à d'autres problèmes dans la société. Quand on sait prendre régulièrement des décisions en situation d'incertitude, quand on finit par savoir gérer des situations à risque répété, quand on sait réagir face à l'annonce programmée de sa propre mort, les compétences qui s'acquièrent à l'occasion de cette expérience sont transférables dans d'autres champs. Les compétences des humains acquises dans des situations de grande adversité souffrent d'un manque de valorisation sociale et sont rarement l'objet d'enseignement et d'apprentissage. Cette attention politique, j'en ai fait un projet scientifique que je porte dans l'unité de recherche qui m'abrite au Conservatoire national des arts et métiers, au centre de recherche sur la formation, dirigé par Anne Jorot. L'université des patients, c'est aussi penser de nouveaux horizons d'usage des universités par des populations auxquelles on n'avait jamais pensé. L'université des patients est une solution aujourd'hui qui préfigure un des problèmes de demain, la nécessaire révision du statut de malade. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président Santé, Monsieur le Doyen, je vous remercie de reconnaître l'Université des patients. Je vous demande donc à ce jour d'en prendre soin et de l'aider dans son développement. Je vous remercie. Bien.
Merci beaucoup. Merci Catherine. Nous avons à présent, pour 3 minutes, la projection d'un film sur la rentrée des étudiants. Cette rentrée, pour moi, c'était en fait une grande joie. J'ai eu la chance, il y a 2 ans, de faire un DU d'éducation thérapeutique à l'Université des patients. Du coup, j'avais envie de retrouver cet espace en fait, où on prend le temps de réfléchir avec d'autres, d'avancer. Et je crois que ce DU, il est un peu révolutionnaire. Je l'attendais avec impatience. Et je me suis dit, ça sera bien, finalement, de compacter ses connaissances et d'en faire profiter les autres. En plus, c'était hyper intéressant pour moi, puisque je suis également avocate en droit social. De savoir, d'apprendre des rouages. Voilà. Et je suis sûre qu'à ce niveau-là, je pourrais apporter quelque chose, après avoir fait ce DU. Et faire bouger les lignes. Et je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir, malgré mes maladies, parce que c'est pas évident, eh bien, on peut le faire, on doit le faire. Et on doit y arriver ensemble, parce que c'est collectif, parce qu'on est fort. Je sais que la majorité de la population que je défends n'a pas cet accès à se défendre seul. Ce DU, je le mets sur ma carte de visite, et on va certainement me regarder autrement, mais j'ai surtout une philosophie, un parcours de vie, un parcours professionnel, un parcours de santé, c'est toujours un parcours initiatique. C'est de rendre la démocratie en santé pragmatique, compréhensible et comme un outil pour faire avancer la représentation des plus vulnérables, mais également de pousser les murs, de pousser les frontières. Et l'université est un excellent outil, un merveilleux outil, novateur sur un certain nombre, sur beaucoup de points. Et c'est un excellent creuset pour arriver à fédérer les énergies et les amener plus loin. C'est boucler une boucle. Et je suis sûre que je vais grandir. Et aussi une reconnaissance au niveau des soignants, parce que je me demande toujours, ça m'est jamais arrivé, mais le jour où on va me dire, mais qui vous êtes par rapport à ce patient? Je pense que ce que j'attends, c'est qu'on soit capable, dans quelques mois, les uns et les autres, d'apporter des réponses nouvelles dans l'accompagnement des patients et dans l'intégration avec les équipes soignantes. On est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère de la place du patient et je pense que justement ça va être très intéressant et je suis extrêmement séduite et fière de faire partie de cette première promo. Bien, à présent, je vais intervenir pendant 5 minutes sur la dimension cancer, puisque là, c'est en tant que directeur, je pense que les diapos sont en place, en tant que directeur de l'Institut universitaire de cancérologie. Alors, Catherine est partie de l'expérience du sida, mais il y a une expérience assez importante qui est celle des patients atteints de cancer que nous allons essayer d'améliorer avec l'aide de l'Université des patients. Alors j'ai eu la chance, je ne sais pas, ça veut dire que j'ai quand même quelques kilomètres au compteur, d'accompagner, de participer aux 3 plans cancer nationaux et j'ai eu également le plaisir de rédiger le plan cancer de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. D'emblée, nous avions insisté sur l'importance des patients, leur rôle dans la formation des étudiants, leur rôle dans la démocratie sanitaire
Et j'annonçais dans le deuxième plan cancer la création d'universités des patients. Et quelque part, les faits ont suivi. Alors, j'ai également participé cette année à la commission médecine du futur qui doit rendre prochainement ses travaux. Et il était clair pour nous que la formation des professionnels, mais aussi des patients et des usagers, est un levier de l'amélioration des parcours de soins. Et en particulier, il était clair que nous affirmions que l'université était un véritable acteur de santé. Et je crois que c'est très important. Le patient peut devenir, et ça Catherine l'a largement démontré, un acteur de sa prise en charge. Donc nous avons créé ces 2 diplômes universitaires qui ont déjà été évoqués, celui de démocratie sanitaire et celui de patients accompagnants en cancérologie. Alors, les spécificités du cancer, c'est comme pour toutes les maladies. Il y a le avant et le après. Moi qui ai pris en charge des milliers de cancers du sein, je me suis toujours rendu compte que j'avais face à moi une patiente avec parfois son époux ou un autre membre de sa famille sur qui je faisais tomber le plafond. Et j'avais beau essayer d'améliorer, si j'ose dire, le contexte de l'annonce, mais il y a toujours un moment qui va définitivement faire qu'il y a un avant et un après. Et notre objectif a toujours été de dire qu'il faut, c'est en préparant l'après qu'on peut mieux supporter l'avant. Par exemple, pour ce qui me concerne, quand je vois une jeune femme atteinte d'un cancer du sein, et aujourd'hui, près de 20% des femmes qui ont un cancer du sein ont moins de 40 ans, eh bien, souvent, la première question que j'aborde très vite, c'est « Souhaiterez-vous une grossesse après qu'on ait fini le traitement ?» Et donc, j'ouvre une perspective différente qui passe d'une perspective de survie à la maladie à un projet de vie au-delà de la maladie. Et parfois même, ça permet de mieux prévoir certaines choses. Et par exemple, notre démarche d'instaurer partout à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, des centres de préservation de la fertilité pour les jeunes femmes et les jeunes hommes qui sont atteints d'un cancer et qui souvent vont avoir des traitements qui vont réduire leur capacité de fertilité pour la suite, est un point important. Alors, dans le plan cancer, nous affirmions que ces relations devaient apparaître à tous les étages et en particulier, nous insistions sur les programmes d'éducation thérapeutique, les patients ressources et aussi l'explication concernant les essais cliniques. Alors l'explication manque parfois. Il suffit de voir actuellement le recul qui a lieu sur les campagnes de dépistage du cancer du sein. Ça n'a strictement aucune logique scientifique, aucune légitimité de santé publique. Simplement, clairement, le message est moins bien passé que le message de ceux qui disent « Ah oui, mais on trouve comme si une campagne de dépistage pouvait inventer des cancers, conduire à induire des cancers. » Donc il y a vraiment une question importante de communication. Et je pense que si on avait aujourd'hui à reconstruire une campagne de dépistage, eh bien on la baserait sur les patients accompagnateurs de tout cela. Aucune mesure dans l'avenir, et Catherine a bien insisté là-dessus, ne pourra être acceptée par les patients si elle n'est pas en même temps portée par eux. Je vous avoue que le vieux mandarin que je suis a eu du mal à passer à cette période, de même que pour moi, quelqu'un de 60 ans, c'était un vieux quand j'étais interne. J'ai bien changé depuis sur ce concept, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est comme ça. Et alors, on a construit, il y a quelques années, notre université avec les 2 groupes hospitaliers qui sont la Pitié-Salpêtrière et UEP, c'est-à-dire Tenon, Trousseau, Rothschild, Saint-Antoine, les 15-20, etc., l'Institut universitaire de cancérologie. Et notre volonté, c'était vraiment de faire un institut qui regroupe toutes les forces scientifiques, et c'est pour ça qu'un de nos parrains, il est en haut à droite, et Cédric Villani, médaille Fields de mathématiques, et
Le second parrain est le Barbarian Rugby Club de France, puisque ici, c'est mon second titre de gloire. J'ai créé, j'ose pas dire l'année, je vais le dire, 1966, la première équipe de rugby de cette faculté. Alors, la démocratie, et c'est ma dernière diapositive, donc vous voyez, on veut essayer d'améliorer l'information, de mieux porter les messages que nous avons à porter, d'où l'importance des associations de patients et de journées dédiées aux patients, comme Octobre Rose, Mars Bleu, alors il y a des couleurs, pour le cancer colorectal, pour le cancer de la prostate, l'hématologie, la thyroïde. Bref, la maladie chronique est un combat dans lequel on peut devenir finalement un acteur positif, et c'est ce qu'ont voulu faire et l'Université des patients et l'Institut universitaire de cancérologie. Je vous remercie. Je passe la parole à Jean Chambaz, notre président bien-aimé, comme on dit dans certaines contrées. Merci Serge. Monsieur le ministre, chers amis, je voudrais d'abord remercier Catherine Tourette-Turgis pour ne pas nous avoir donné une leçon inaugurale. Ce n'est pas une leçon inaugurale à laquelle nous avons assisté, c'est un jalon. Mais notre présence ici et la présence du ministre donnent quand même un caractère solennel à l'événement qui mesure le chemin parcouru depuis ces années 80 où le terreau universitaire n'était pas propice au développement de telles initiatives. Et je suis ravi en tant que président d'université que ce soit au sein de l'université Pierre-Marie Curie que cette université des patients soit inaugurée et se développe. Alors l'université est un mot très galvaudé. On fait des universités d'été pour tout et n'importe quoi, notamment les partis politiques, excusez-moi monsieur le ministre, et je ne suis pas sûr qu'on y apprenne et qu'on y transmette grand-chose. En l'occurrence, pour l'université des patients, c'est une vraie université et elle a pleinement sa place à l'université. Mes deuxièmes remerciements sont pour la fondation de l'université et sa directrice générale, Mélina Mercier, pour tout le travail et l'opiniâtreté avec laquelle ils ont accompagné le projet et le caractère extrêmement entreprenant, enflammé et débordant de Catherine. Donc c'est là aussi, je pense, la fondation, une université pour développer de nouveaux talents et en associant les remerciements à la fondation, remercier évidemment MSD. On voit MSD à venir. On a vu récemment dans la presse de nouveau une polémique qui se relançait sur des relations trop proches entre les facultés de médecine et l'industrie pharmaceutique. Certes, il faut développer l'esprit critique des étudiants en médecine par rapport aux discours commerciaux de certains laboratoires pharmaceutiques, mais plus on se rapproche, université et industrie pharmaceutique, chacun dans son rôle, plus on avancera ensemble pour apporter des solutions. Et le soutien de MSD Avenir à l'université des patients est de ce point de vue-là quelque chose d'important. L'université des patients a toutes ses places dans l'université. Le rôle de l'université a toujours été, et encore plus aujourd'hui, de comprendre, d'anticiper et d'accompagner les transformations de la société. Et ça a été dit, je ne vais pas plagier ce qui a été dit avant moi par les différents intervenants et surtout par Catherine, mais aujourd'hui, le patient joue un rôle nouveau, différent, plus important. Les progrès de la médecine et la chronicité des maladies posent des questions nouvelles. Et le rôle de la société, de l'université, pardon, est de comprendre et d'accueillir à la fois la recherche, l'expertise, la formation, parce qu'on n'est pas spontanément expert, c'est une formation, et c'est la qualité et l'exigence du travail de Catherine qui le démontre. Et je crois que le fait d'abriter cette université des patients dans une des premières universités de recherche françaises est tout un symbole de l'importance qu'on y accorde aujourd'hui. C'est un début. La démocratie sanitaire est un volet de la contribution de l'université au développement de la société, mais nous avons les mêmes projets, moins avancés en démocratie environnementale, sur l'ensemble des dimensions de la démocratie sociale. L'université doit être le creuset et non pas l'abri, parce qu'on aurait
on donnerait l'impression qu'on s'y réfugie, mais le lieu de développement de toutes les contributions à l'approfondissement de la démocratie dans la société. Catherine l'a rappelé, et j'espère, et c'est le souhait que je fais pour l'Université des patients, c'est que ça devienne quelque chose, d'ici quelques années, de totalement banal. C'est un dispositif qui s'inscrit totalement dans la formation tout au long de la vie. Et cette formation tout au long de la vie, c'est un des enjeux majeurs auxquels l'université est confrontée. Et l'expérience qu'on capitalise dans sa vie, comme dans son expérience professionnelle, doit trouver à fleurir, à se développer, à être valorisée par l'université. Et sûrement, c'est le changement le plus grand auquel l'université est confrontée. Et j'ai été extrêmement heureux d'entendre le doyen rappeler que l'université des patients n'est pas un isolat, ce n'est pas une concession qu'on ferait aux patients de les accueillir pour se former, avoir un diplôme, puisque ces patients experts sont immédiatement utilisés. Là, je reconnais l'utilitarisme du doyen pour ça, mais sont immédiatement utilisés dans les formations de nos futurs médecins ou de nos futurs cadres de santé pour bénéficier de leur expertise et pour ouvrir davantage l'esprit des futurs médecins. Je crois que l'accréditation, qui est à peu près la seule chose intéressante qu'il y a eu dans la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur et la recherche passée en 2013, une vraie nouveauté, puisqu'on n'a plus à habiliter diplôme par diplôme, mais on reconnaît la capacité d'une université à choisir les diplômes qu'elle délivre dans un secteur pour lequel elle est accréditée, nous donne énormément d'initiatives pour appuyer l'université des patients, son développement et son extension. Et ça, je crois que c'est quelque chose, on ne pourra pas se réfugier en disant on n'a pas l'autorisation du ministère, on n'a plus besoin, fort heureusement, de demander l'autorisation du ministère, on prendra nos responsabilités, on sera jugé sur la qualité de notre travail et de nos initiatives, et je ne doute pas sur ce plan-là des rapports qu'on aura ultérieurement. Et pour finir, je dirais que c'est cette université des patients un des plus beaux symboles du projet dans lequel nous sommes engagés et que notre ami de MSD Avenir a rappelé, qui est de reconstituer au cœur de Paris une université de recherche multidisciplinaire avec Paris-Sorbonne et de fermer la parenthèse dommageable, et dommageable beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 45 ans, ouverte par l'éclatement de l'université de Paris il y a 45 ans sur des bases disciplinaires. L'UPMC, la première université française, est limitée à la médecine, la science et l'ingénierie. Et aujourd'hui, il n'y a pas une question qui ne fait pas appel pleinement à la contribution des sciences humaines et sociales. Et de la même manière, pour les sciences humaines et sociales, ils ne peuvent pas rester isolés. Et donc ce projet, qui n'est pas un vague projet, mais qui devrait vivre une période décisive en cette fin de semaine par la décision des conseils d'administration de nos deux universités de s'engager pour la création de cette nouvelle université, Sorbonne Université, au 1er janvier 2018, c'est-à-dire demain, maintenant, est une belle illustration. Donc on aura là de quoi développer sensiblement les projets qui sont portés, de la même manière qu'ils s'appuient sur une vision d'ensemble que nous portons avec les groupes hospitaliers qui sont associés à l'université, que ce soit le groupe hospitalier UEP, donc les hôpitaux de l'Est parisien, ou Pitié-Salpêtrière Charles-Foix, avec un développement très prioritaire de l'hospitalisation ambulatoire, avec le développement de l'autonomie à domicile. Et pour ça, nous avons créé un institut d'ingénierie en santé où on mobilise les capacités de notre université au service de l'accompagnement de l'autonomie, avec tous les problèmes nouveaux que ça pose en termes de confiance, de santé, d'acceptation personnelle, familiale, sociétale, de suivi, de sécurité de suivi du patient à domicile. Et là, je crois que c'est donc un projet d'ensemble que nous portons au niveau de l'université, dans laquelle l'université des patients est évidemment précurseur, une fois de plus, et une pièce maîtresse. Et pour tout ça, je remercie encore une fois Catherine Tourette-Georgis. Bien. Monsieur le ministre, c'est à vous. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, Mesdames, Messieurs, en vos titres et autorités, il me semblait à la fois de l'évidence et de l'essentiel de venir écouter votre leçon inaugurale, Madame Tourette-Turgis. De l'évidence et de l'essentiel, en fait,
ces mots se sont disjoints peu à peu, alors que finalement ça devrait être quasiment deux mots qui se superposent, tant c'est l'essentiel des raisons d'être qui devaient être des évidences. Et vous entendant parler tout à l'heure de votre marche solitaire sur une plage éloignée, me revenaient à l'esprit ces pages extraordinaires du Caligula de Camus, où, revenant dans ses trop où, Camus fait parler Caligula et lui fait dire qu'il a trouvé un secret. Et les gens qui l'interrogent à son retour lui demandent « Mais quel est ce secret, Caius ?» Et il leur dit « Ce secret, c'est que j'ai découvert la Lune. » Et c'est quelque chose que les hommes n'ont pas. Il s'en passe très bien. Il lui répond son interlocuteur, et Caius, Caligula, lui dit non, on ne s'en passe pas. Et non seulement on va leur apporter la Lune, on va décrocher la Lune, mais on va la faire entrer dans leur vie. Et cette évidence, cet essentiel dont je parlais, c'est finalement ça que vous décriviez dans votre marche et les décisions qu'elles vous ont amené à prendre. C'est cette idée que dans toute vie, et surtout dans les vies blessées, dans des vies qui doutent, après des maladies, des douleurs qui sont parfois très, très difficiles à encaisser, il faut réinscrire du rêve. Le rêve est possible, et le rêve n'est pas possible comme rêve, mais il est possible comme transformation de la réalité. Donc pour moi, c'était une évidence. Je voulais d'abord souligner le rôle de l'université dans ce travail que vous faites. Une des plus grandes et des plus belles universités françaises s'engage à ce point-là, que le doyen lui-même, par les mots qu'il a utilisés tout à l'heure, montre combien il avait perçu en quoi le patient pouvait être une ressource pour développer des formations, pour préparer des futurs chercheurs, des futurs médecins, montre combien le rôle de l'université est très, très important. Je voulais aussi souligner combien finalement votre démarche rejoint une démarche dans d'autres champs scientifiques. On appelle ça les sciences participatives. C'est-à-dire finalement cette nouvelle conception de l'élaboration de la science qui laisse la place à d'autres que les experts. Ou plus précisément, qui attend des experts, dont le rôle est toujours indispensable, qu'ils ne soient pas seulement dans la conviction de leur savoir, de leur connaissance, dans « je sais, donc je dis », mais qu'ils soient aussi dans « je crois », donc quand même dans le doute, et dans l'écoute soit de leur pairs, soit de profils de spécialistes, citoyens, individus, patients pour ce qui vous concerne, qui, comme vous l'avez dit vous-même, savent par expérience et doivent être encouragés à se mêler de ce qui les concerne. Ce qui m'amène à ma troisième idée, saluer l'université, réinscrire votre démarche dans un mouvement de développement de ces sciences participatives qui sont des enrichissements de la science de l'expertise et finalement, plus généralement, repenser les politiques publiques et repenser à travers elles les principes de notre République. Vous avez raison, complètement raison, en essayant de faire du service public la chose de tous. Et d'abord, les patients, les usagers, ceux et celles qui, entre guillemets, bénéficient et qui, en y participant, non seulement l'améliorent, mais rendent service, enrichissent ce service public qui parfois en a besoin. Et puis surtout, et c'est le point essentiel à travers l'humanité de vos propos, vous nous invitez à penser une République un peu différente. La République, c'est principielle, elle est attachée à des principes qu'on répète, les trois principes de la devise républicaine. Mais on faisait ce travail il y a peu de temps à propos de la création d'un institut de la mémoire de la République. Quand on demande aux Français, alors c'est des sondages, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, ça dit des choses. Qu'est-ce que représentent les valeurs républicaines pour vous ? 67% des Français répondaient rien. 67% des Français. La République, elle doit être tellurique. Elle ne doit pas être principielle. La République, elle est la chose de tous et de toutes. Elle est une
construction qui ne doit être déléguée à personne, bien sûr. Il y a des représentants, bien sûr, il y a des institutions, et il en faut, et elles ont un rôle indispensable. Mais elle ne doit jamais dispenser les citoyens d'apporter leur pierre, d'apporter leur écho à cette construction très fragile qu'est la République, qui ne sera forte justement que du môle qu'elle arrive à faire avec la société. Et à travers votre démarche, il y a aussi cette vision-là de la politique publique de santé, qui n'est pas une prestation donnée à des citoyens qui en ont besoin dans un temps bien donné, mais qui est au contraire une invitation à collaborer, co-construire, co-définir, faire évoluer cette politique, méthode qui peut être transférée à toutes les politiques publiques. Alors voilà, c'est pour toutes ces raisons-là qui finalement relèvent de l'évidence, mais relèvent vraiment de l'essentiel, la recherche, l'université et surtout cette République théorique, que je vous remercie vraiment non seulement de vos propos, de votre action, et que je vous dis que vous avez un voisin pas très loin, ici rue Descartes, pour quelque temps encore, qui soutiendra vos initiatives et les initiatives d'Université des patients qui se développent partout en France. Bien, écoutez, merci à tous.